Donc, je m'appelle Emmanuel Palomino, je suis psychiatre et addictologue. C'est pas que je m'en vante, mais c'est qu'on n'est pas nombreux. Et je pense qu'une partie des solutions viendra aussi par là. Donc, si vous avez des enfants qui s'intéressent un peu à la psychiatrie, dites-leur, il y a de l'avenir. Je ne sais pas si dire malheureusement, mais je pense que des addictologues, il y en a pas mal. Encore qu'il n'y en a pas assez, mais des psychiatres addictologues, on n'est vraiment pas très nombreux. Et bon, je pense qu'il y a des progrès à faire à ce niveau-là. Alors, ce que m'avait demandé Laurent Viard, c'était... je réponds un peu à ta question de tout à l'heure. Parce qu'il me dit, mais t'en as vu, toi, des cérébrolésés? Je lui dis, ben, dans toute ma carrière, plus de 30 ans au moment de la conversation. Je lui dis, je pense que j'en ai vu une quinzaine ou une vingtaine. Et alors, je lui dis, pas la connaissance d'un bon résultat. Mais je pense que je voyais aussi des cérébrolésés que je ne savais pas qu'ils étaient cérébrolésés. C'est-à-dire que c'était probablement des cérébrolésions beaucoup moins graves que moi, je n'avais pas classé dans ma tête. Ça, c'est un cérébrolésé. Et ce qu'on nous envoyait aussi identifié dans la filière cérébrolésée, c'était les gens qui avaient été suivis par 1000 structures et tout le monde en avait ras-le-bol et personne ne savait quoi en faire. Et quand on est un service spécialisé, eh ben, on nous envoie les cas les plus désespérés. Alors, est-ce que la lésion cérébrale constitue une singularité clinique qui va donner des singularités dans la façon d'être addict et des singularités dans la façon de soigner ces addictions? Alors, premièrement, il ne faut pas penser que les addictions, c'est facile à soigner. Alors, je ne vais pas m'intéresser à la prévention primaire, des conduites à risque, modérées, importantes ou pas, etc. Moi, je vais parler maintenant des addictions constituées. C'est-à-dire qu'en général, quand je vois la personne, ça fait des années, sinon des décennies qu'elle est dans sa problématique et qu'elle n'est pas morte. Donc, il ne faut pas penser que si, oui, je pense que quand on est cérébrolésé et qu'on a une pathologie addictive constituée depuis longtemps, franchement, c'est dur, voire, je suppose, un peu plus dur que les autres. Mais il ne faut pas penser que c'est facile de se sortir d'une addiction. Il y a 25 ans, 35% en France des adultes fumaient, 38% des médecins fumaient. Cherchez l'erreur. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus parce qu'on informe, ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on informe que c'est quelque chose de rationnel, on va en déduire un comportement, etc. Et aujourd'hui, les fumeurs qui fument, la plupart savent qu'on va mourir facilement du tabac. 50% des fumeurs vont mourir du tabac. C'est plus que le loto, même un vendredi 13. Pour avoir le gros lot, c'est 1 sur 70 millions. Donc vous pouvez y aller, il faut jouer pendant quelques millénaires pour avoir un peu de chance de l'avoir. Donc c'est difficile pour tout le monde. Alors, pour se sortir d'une addiction, il y a 3 préalables pour s'en sortir. Premièrement, il faut en avoir conscience. Je ne me sortirai pas d'une addiction, je ne vais pas m'engager dans un processus de soins et de changement si je ne sais pas que j'ai une addiction. Donc, premièrement, en avoir conscience. Alors, si je suis cérébrolésé, cette prise de conscience va être un peu plus compliquée. Mais il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de substances, ça a été dit tout à l'heure par Philippe, sont toxiques et vont créer des lésions cérébrales acquises avec le temps. Alors, est-ce que la frontière est franchement très hermétique? Probablement pas. Donc, premièrement, il faut que j'en ai conscience. Deuxièmement, il faut que ça me dérange suffisamment. Si ça ne me dérange pas et que j'ai que du plaisir, on va se compter que quelqu'un qui trouve du plaisir et qui n'a aucun problème dans son affaire va changer tout et abandonner cette source de plaisir. Alors que ça me dérange suffisamment, c'est quelque chose qui est subjectif, qui est personnel, qui n'est pas rationnel et qui n'est pas quelque chose de linéaire avec le temps. Ce n'est pas parce que le temps passe dans mes conduites addictives, mes conduites addictives, que j'ai de plus en plus conscience. Ça peut être fluctuant, des moments où la prise de conscience monte. Quand elle est montée, ce n'est pas forcément stable. Elle peut s'écrouler. Des fois, les bras nous entendent dire ah, ben là, il ou elle a compris. Oui, mais 3 mois après, pas du tout. Donc, premièrement, en avoir conscience. Deuxièmement, en être suffisamment dérangé. Et troisièmement, être acteur de soin. Être l'acteur principal du soin et du processus de changement. C'est-à-dire que nous, on est des collaborateurs de la personne qui accepte de faire quelque chose de différent pour elle, en fonction un peu du cycle de prochain cas ou pas. Et
très souvent, quand on est soignant, on a envie d'être acteur, on est payé pour ça. Et c'est un peu problématique, parce que lorsqu'on fait à la place, lorsqu'on choisit à la place, on infantilise. Et si on infantilise, on déresponsabilise, et on renforce le processus addictif. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous parler de ces processus, pourquoi faire à la place, aider trop, et déresponsabilisant et infantilisant, et que ça renforce le processus addictif, mais dans les questions, si vous souhaitez, on en parlera. Je reprends ces 3 points en ce qui concerne les gens qui sont cérébrolésés, acquis. Premièrement, en avoir conscience. Ça veut dire quoi, en avoir conscience? Certains vont privilégier le fait, oui, je suis devenu addict ou dépendant. D'autres, c'est plutôt, j'ai conscience que je ne sais pas ce que je fabrique avec mes produits, mais ça entraîne des problèmes dans ma vie. Des problèmes, ça a été évoqué dans la matinée, conjugaux, relationnels, de justice, des problèmes de santé, etc. C'est-à-dire que ma prise de conscience, elle n'est pas forcément que j'ai une conduite addictive, mais j'ai des problèmes biologiques, psychologiques, relationnels, sociétaux, judiciaires. Et ça m'interroge sur le fait que est-ce que je dois faire quelque chose ou pas? Je dois changer. Si je change quelque chose, c'est quoi que je vais changer? Alors d'abord, la prise de conscience du fait que j'ai une addiction. Nous, on va parler craving, DSM, etc. Qu'est-ce qu'ils disent les patients quand ils ouvrent les yeux? Ils arrêtent de faire du déni, des minimisations, du mensonge, de l'aveuglement psychique, et que tout d'un coup, il y a eu un peu de lumière aux étages, et qu'ils se disent, ils ne se disent pas, les jeunes des fois disent, je suis addicté. Mais sinon, ils se disent toute une polysémie qu'il est bon que nous connaissions. Certaines personnes, lorsqu'elles prennent conscience qu'elles sont dépendantes, pensent aux addicts. Alors, ce matin, j'utiliserai l'un pour l'autre. Il y a des différences théoriques, mais là, je ne vais pas aller dans cette direction. Les gens font référence à des signes de manque lorsque je m'expose à l'absence du produit. C'est-à-dire que oui, j'ai essayé plusieurs fois de ralentir, d'arrêter. Et si j'arrête, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que moi, je ne voudrais pas. Mais mon corps, il veut. Plutôt la dépendance physique. D'autres pensent à la dépendance psychologique. C'est mais ça m'obsède. J'y pense en permanence. Alors nous, on va dire obsession. Et puis la suite, c'est compulsion. Eux, ils parlent plutôt de je suis polarisé, obnubilé. Et puis ils ne parlent pas de compulsion, ils parlent de pulsion. Les mots que j'entends, c'est je ne peux plus m'en passer, ou j'ai du mal à m'en passer, variante, j'ai du mal à m'en dispenser, passer outre, soit en permanence, soit à certains moments. Ça, c'est important parce qu'un certain nombre de professionnels m'ont demandé, mais vous pouvez vous en passer? Oui, oui. La semaine où M. Q avait sa fille, ils s'en passaient. Alors, je te donne une piste de psychiatre. C'est que moi, je m'inquiéterais pour la fille. Puisque quand elle vient, elle ne consomme pas, c'est-à-dire que cette fille, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle peut se construire avec l'idée qu'elle est sur Terre comme médicament de l'alcoolisme du père. Ce qui va être un problème dans son développement, parce que si j'y vais moins chez mon père, il va consommer plus. Donc il faut que j'y aille. Donc je travaillerai ça à la fois avec la gamine et avec le père. Qu'elle ne se construise pas comme étant sur Terre avec une mission, être le médicament, et comme assez souvent ça ne marche pas, donc non seulement elle est le médicament, mais elle est inefficace, un médicament inefficace, ça ne part pas super bien pour elle. Donc les mots que j'entends, c'est je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas m'en dispenser, soit en permanence, soit à certains moments, notre interrogatoire doit aller dans cette direction, mais il y a des moments. Et quand il y a une charge émotionnelle, des frustrations, des contrariétés, des déceptions, alors là, je ne peux pas m'en passer. C'est-à-dire que là, ça devient une sorte de médicament. D'autres me disent, les jeunes insistent sur la gestion. On est une société qui gère. Le Premier ministre qui vient d'être nommé va gérer les problèmes, il n'y a pas de problème. Enfin, il va essayer de nous en convaincre. C'est-à-dire qu'il y a une idéologie, presque une théologie de la gestion. Là, il y a des feux du côté de Perpignan, mais j'ai déjà entendu ce matin tôt, ça y est, on gère. Le feu est maîtrisé, mais un peu plus loin, il pousse aussi, donc il faut envoyer des pompiers un peu plus loin aussi. Eh bien, les jeunes reprennent ça. Avant, je gérais, docteur, mais là, je ne gère plus. Variante, je ne contrôle plus, je ne maîtrise plus, je ne domine plus, je ne commande plus. C'est le produit qui me commande. Sentiment d'aliénation.
Les vieux, les personnes, pardon, il n'y a pas de, de jugement d'âme, j'en fais partie. Les personnes plus âgées parfois disent ben, docteur, il faut m'aider, je suis devenu tributaire. Tributaire, c'est intéressant l'étymologie. J'ai un tribut à payer à mon produit. Ça se rapproche de l'origine du mot addiction. Et donc, voilà. Donc il faudrait m'aider parce que je suis devenu tributaire. Je ne peux pas m'en passer. D'autres vont dire dépendant. Étymologiquement, dépendant, c'est être pendu à, suspendu à. C'est resté dans une ou deux expressions. Il est pendu au téléphone toute la journée. Ça ne veut pas dire qu'il a le téléphone autour du cou, mais il ne s'éloigne pas. Il est tributaire, il est un peu attaché. Il est pendu au comptoir toute la journée. Donc il n'est pas pendu, mais il a un lien virtuel. Tout à l'heure, dans une diapo, il y avait des menottes, un lien virtuel qui est efficace. Il ne s'éloigne pas. D'autres plus cortiqués vont parler d'assujettissement. J'ai perdu ma dimension de sujet, assujetti. Privation de ma dimension de sujet. Je suis devenu un objet dans les bras de mon produit ou de mon comportement qui guide ma vie. D'autres vont dire aussi, par exemple, ils font référence à la notion de liberté. Je ne suis pas libre, quoi. Je suis prisonnier. Certains vont plus loin. Je suis esclave de ce produit. Là, on a un bon filon. Parce que ce qu'ils ont perdu, est-ce que ceux qui ne sont pas parmi nous addicts, tout le monde peut devenir addict, ça ne respecte pas les catégories socio-professionnelles. Ce qu'on a perdu, c'est la possibilité de choisir. C'est-à-dire que vous pouvez décider ce soir de vous prendre une murge, si vous voulez, de boire un verre, de boire 0, etc. Demain d'en boire 3. Quelqu'un qui est dépendant a perdu cette... J'ai la liberté de boire, point. Je n'ai pas la liberté de ne pas boire, donc si j'ai la liberté de boire, point, je n'ai pas de choix, et donc je ne suis pas libre. Donc certains aspects de la thérapie vont passer par ce chemin-là. Est-ce qu'avoir une lésion cérébrale acquise peut perturber ces prises de conscience? De mon point de vue, oui. Parce que pour faire un bilan de ma vie, je regarde en arrière où j'en suis, il faut des capacités de mémoire, des capacités d'attention, de concentration, de réflexion, d'inférence, et puis des capacités d'anticipation et de prospection. Si je ne change rien, que va devenir ma vie? Que va devenir la relation à mon conjoint, ma conjointe? Que va devenir mon travail? Que va devenir... Il faut des capacités d'anticipation, de prospection. Ça, c'est, me semble-t-il, plus compliqué. Mais je n'ai pas votre expérience de personnes qui voient tous les jours des gens cérébralisés. Je pense que c'est des zones sur lesquelles il est bon qu'on travaille ou que la recherche s'appuie aussi demain. Donc, pour prendre conscience, je dois aussi, parce que quelquefois c'est le regard des autres qui va m'impacter. Par exemple, on dit la honte et la culpabilité sont des freins aux soins. Oui et non. Les premières années, c'est plutôt des freins, parce que j'ai trop honte, je ne vais pas aller voir quelqu'un pour parler de ça, parce que ça me fait trop honte. Hein, mais 80% des problèmes posés par les addictions dans les pays occidentaux, c'est l'alcool. Tous les autres réunis, c'est 20%. Alors que j'ai une journaliste qui vient me voir, c'est quoi la dernière addiction à la mode, etc. Je dis oui, oui, ça existe, mais ce n'est pas notre pratique quotidienne. Le sexe. Je dis, ouais, je vois dans une année une demi-douzaine de sex addicts, ce n'est pas encore, je crois, retenu par le DSM ou la CIM. Mais en plus, je trouve intéressant d'être psychiatre parce que souvent il y a des pathologies associées. Et puis je vois aussi des violeurs d'enfants, des violeurs d'épouses qui viennent pour avoir auprès du tribunal, j'ai une pathologie, je suis sex addict. Donc ce n'est pas le cœur de notre métier, c'est beaucoup, malheureusement. Alors, ce n'est pas parce que je suis alcoolodépendant, 80% des problèmes causés par l'addiction, que je n'ai pas d'autres produits, y compris des addictions comportementales, sans produits. Mais souvent, lorsque l'alcool s'en va du système complexe, là, les autres addictions vont mieux, y compris le jeu, lorsque c'est le cas. Donc, à tous ces niveaux-là, est-ce que des progrès pourront venir par une analyse particulière des troubles amnésiques? Moi, je fais des hypothèses, c'est que c'est plutôt la mémoire sémantique qui va être, si elle est perturbée, qui va être embêtante pour la mémoire épisodique et la mémoire perceptive. Parce que pour
vivre et me souvenir que quand j'ai pas le produit, je suis mal, ou quand j'ai le produit, je peux être mal aussi parce que j'en ai pris trop ou je ne sais quoi, ben, il faut faire fonctionner ces mémoires-là. Alors, est-ce que des progrès viendront dans un ciblage avec plus de précision? C'est quoi les degrés des atteintes de mémoire, etc. Mais tant que la personne continue à consommer, on aura du mal à aider la mémoire à aller mieux aussi. Donc ça, c'était pour toutes ces prises de conscience. Ouais, ça, j'en ai parlé. Ça aussi. Ça aussi. Oui, je n'ai pas parlé de la condition sociale, mais c'est un peu déduit de ce que je disais tout à l'heure sur le regard qu'on porte sur moi. Alors, je ne sais pas si aller plus vite à qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire, ou en tous les cas, quelles pistes on peut se poser comme question. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, ça a été évoqué déjà, qu'il n'y a pas que des effets négatifs des prises de produits. Et je pense que l'inventaire des attentes du patient dans la prise de produit, consciente ou inconsciente, parce que la première question que vous posez, bon, depuis si longtemps vous prenez ça, ça doit vous aider à quelque chose. Oh non, non, ça aide à rien, non, c'est nul, c'est que des problèmes. Je dis, oui, vous ne prenez pas de l'eau, parce que ça c'est nul pour changer la vie. Alors je vous donne le fruit de plus de 30 ans de tâtonnement dans les formulations de questions. Premièrement, quand vous prenez ce produit, ça vous aide à quoi? Je vous encourage à noter. C'est gratuit. Ça vous aide à quoi? La plupart du temps, c'est rien. Rien parce qu'on pense, que le médecin pense que ça aide à rien, que c'est que mauvais. Donc on me sert la pizza qu'on pense que je veux qu'on me serve. Donc ça vous aide à quoi? Ça change quoi? Ça, on a plus souvent des réponses. Ça permet quoi? Ça efface quoi? Ça évite quoi? Et là, vous avez plus d'ouverture. Malgré ça, il y a assez peu de... Quelques-uns acceptent de parler de plaisir, la majorité pas trop, parce que dans les sociétés judéo-chrétiennes, le plaisir, c'est quand même pas forcément le premier truc à rechercher dans la vie, mais ça a changé. Des fois ça dépend des contextes, des milieux, c'est le contraire. Voilà, la vie est trop courte pour ne pas profiter à fond de tout ce qui fait plaisir. Mais après, je vous encourage à dérouler. Et comment? Moi, il y a des gens qui me disent, quand ils se sentent anxieux, en consommant un peu, ça va mieux. Ah ouais, ça c'est moi. Il y a même des gens qui me disent, quand ils ont des ennuis, des emmerdes, en consommant un peu, ça va mieux. Ah ouais, ça c'est moi. Il y a des gens qui me disent, quand ils s'ennuient, attention que dans ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est pas négligeable. Ah ben, ils prennent des produits et ça va mieux. Ben oui, parce que ça gomme, ça évite, ça gomme. Vous pouvez demander aussi, ça gomme quoi? Ça gomme notamment la perception du temps. Ça permet quoi? Ça change quoi? Ça enlève quoi? Ça évite quoi? Ça gomme quoi? Et là, en continuant à dérouler, il y a des gens qui me disent, quand ils ne dorment pas, ça les aide. Il y a des gens qui me disent, quand ils sont déprimés, ça les aide. Il y a des gens qui me disent, quand ils sont contrariés, déçus, frustrés, ça les aide. Il y a des gens qui me disent, quand ils se sentent fatigués, ça les aide, etc. Et là, vous allez lister les effets psychotropiques recherchés clairement ou pas clairement. Et pourquoi c'est important? Vous envoyez plusieurs messages. Premièrement, je ne vous considère pas comme un idiot fini. Ce que vous faites a du sens. Vous n'en aviez peut-être pas une lucidité bien claire, mais ça a du sens. Ça change. Et puis vous faites la liste des chapitres à travailler plus tard. Si vous décidez de réduire votre consommation ou d'arrêter votre consommation, quand vous allez être contrarié, déçu, frustré, insomniaque, anxieux, stressé, fatigué, submergé des emmerdes, comment vous allez faire? Parce qu'il y aura le craving. C'est-à-dire le craving, les chercheurs travaillent beaucoup sur le craving, mais avant le craving, il y a des déclencheurs de craving. Et le craving est défini comme une envie incontournable, irrépressible.
moi je trouve qu'il est un peu mal défini parfois, parce qu'il y a des gens qui arrivent à passer par-dessus le craving, et des fois on les entraîne à passer par-dessus. Alors, c'est irrépressible ou très intense? Puis moi j'ai des patients qui me servent, j'ai encore du craving, docteur. Ça veut dire que c'est votre problème. Non, non, non. Vous ne faites pas bien votre boulot. Je dis, non, 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 non. Craving, c'est quoi? Ah ben, des envies terribles. Bon, mais on va essayer de comprendre le contexte survenu de ces envies et qu'est-ce qu'on peut faire. Et pas que moi. Parce que, bien sûr, il y a des médicaments, et je pense qu'une partie des proués, notamment chez les gens cérébralisés, vont peut-être venir de là. J'y reviendrai dans un instant. Donc, j'ai perdu le fil. Qui veut m'aider? Oui, le craving, je ne vais pas trop revenir là-dessus, sauf en conclusion. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà, la liste des effets psychotropiques recherchés clairement ou pas clairement. Et lorsqu'on les a identifiés, ben vous avez une partie des chapitres des futurs entretiens. C'est-à-dire, il y a ça qui déclenche du craving, qui vous font rechuter, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça me paraît important. Ensuite, il faut aussi considérer que les addictions, c'est pas qu'un rapport à un produit. Ça, c'est au début, mais après, c'est plus lourd que ça. C'est-à-dire que c'est un être humain qui a un rapport différent. C'est-à-dire que les années de construction, on a dit, hein, toutes les substances ne donnent pas une dépendance aussi rapide. Enfin, la chronologie de la survenue de la dépendance, c'est très différent d'un produit à l'autre. Hein, ça a été dit, la nicotine, c'est probablement un des plus accrocheurs qui soit. L'héroïne n'est pas trop loin derrière. L'alcool, il faut consommer des années, voire des décennies pour devenir dépendant. Donc, mais dans toutes ces années, une fois qu'on est passé en addict au land, on n'a plus les pieds sur terre. C'est-à-dire que le processus, une fois l'addiction qui est partie, qui est en orbite, comme un satellite, là, c'est un processus de déconstruction de son enracinement sur Terre, avec modification des enracinements. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une addiction depuis un certain temps, il a un rapport altéré à lui-même, il a un lien altéré aux autres, il a un lien altéré aux produits, et il a un lien altéré à la vie, au monde. S'il y a des anthropologues parmi vous, c'est une autre cosmogonie. Pensez, essayez de vous souvenir que c'est une pathologie des liens. C'est quelqu'un qui est mal lié à lui, mal lié aux autres, mal lié à la vie, au monde, enraciné. Et donc, si je décide de changer mon rapport au produit, ça va profondément changer mon rapport au monde. Et ça, c'est des choses qu'on peut commencer à faire, à élaborer, à réfléchir, à travailler, avant même la rupture avec le produit. Et je pense, moi, que c'est mieux de faire ça avant la rupture avec le produit, parce qu'une fois que la rupture avec le produit se fait, vous prenez un pic-mé ici ce matin, et il est déstabilisé. Je ne sais même pas comment on dit bonjour en pygmée, parce qu'il y a des civilisations où il faut se toucher, d'autres il ne faut pas se toucher, des civilisations où il faut se regarder dans les yeux, d'autres surtout pas, c'est un affront. Donc c'est vraiment une autre planète. Et Benoît en a parlé, et Laurent aussi, et Philippe aussi, l'accompagnement par les patients père aidants, pour moi c'est fondamental. Et ce n'est pas de la démagogie. Moi, j'ai travaillé depuis plus de 30 ans avec les patients, les associations de patients, les associations de familles de patients. Et c'est parce que, oui, on peut comprendre. Je me souviens un jour en réunion avec des patients rétablis, et il y a un type qui intervient, mais c'est la première fois que j'entends un médecin parler comme nous. Je lui dis, mais ouais, mais je vous ai beaucoup écouté. Donc, je ne suis pas un ex-habitant de Dictoland, encore qu'il y en a qui l'étaient, mais ils ne le savent pas, ou ils ne veulent pas se le dire. Un patient m'avait dit un jour, il m'a dit, vous avez une addiction, docteur? J'ai dit, ben non. J'ai dit, ben, ils disent tous ça. Pas encore. Et donc, de mon point de vue, il est bon de lister tous ces contextes de liens, de relations, que ce soit au travail, dans le couple, avec les enfants, les parents, les voisins, etc., d'explorer, parce que ça va être... Ce n'est pas le mien. Parce que ça va être transformé si la personne arrête ce produit. Et le suivi, hein, ça a été évoqué par Laurent tout à l'heure,
je pense, moi, qu'il faut vraiment introduire les patients perdants et les associations de patients. Il y a aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi une solution ou des solutions. Hein. Et d'ailleurs, quand les gens consultent, c'est que ces solutions marchent moins bien et que ce qui était solution est devenu problème. Ça aussi, il faut faire l'inventaire de ça avec les patients. Donc, je pense quand même qu'une partie des problèmes viendront, des solutions viendra par des médicaments futurs concernant le craving. Alors, si je prononce à la Oriacom, c'est craving, mot français. Selon Oriacom, je dis volontiers craving. C'est quand même un mot anglais au départ. Je pense que des pistes d'amélioration des soins viendront d'une meilleure connaissance a été abordée. Alors, j'ai l'impression qu'à Limoges, vous avez super avancé par rapport à la moyenne de la France à ce niveau-là. Peut-être parce que les structures sont géographiquement proches, peut-être parce que vous vous connaissez, des facteurs personnels, mais la France n'est pas à votre niveau hein, de culture de se connaître, de se fréquenter entre les structures, même de médecine, parce qu'en médecine, il y a aussi des addictologues, hein, de psychiatrie et les services spécialisés pour les personnes cérébrolésées. C'est des mondes parallèles, il n'y a pas énormément... Moi, quand Laurent m'a appelé la première fois, j'étais content de lui dire, tiens, lui, il s'intéresse à un truc que je ne connais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de structures addicto où vous ne rentrez pas sans un dossier. Il faut un dossier pour présenter sa candidature pour rentrer. Si dans un dossier vous marquez vous êtes cérébrolésé, malheureusement, il y a beaucoup de risques, je n'ai pas dit de chance, que vous ne soyez pas pris. Parce que, oh putain, il va foutre le souk dans le service, intolérance à la frustration, non-respect des règles communes, etc. etc. Donc, voilà. Donc je me suis toujours battu avec l'équipe, moi, pour ça. Parce que, encore Emmanuel, encore... S'ils ne viennent pas là, où est-ce qu'ils vont aller? Donc il faut bien que le service public s'occupe des cas les plus difficiles en apparence, et puis on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a toujours une possibilité que quelque chose se passe. Est-ce qu'il faut imaginer des RCP entre les structures de psychiatrie? Moi, je plaiderais pour ça, en tous les cas, pour qu'on y réfléchisse. Hein, des réunions de concertation pluridisciplinaires. Est-ce qu'il faut faire plus de congrès comme celui-là? Probablement aussi. Est-ce que la recherche doit s'orienter dans ces directions? Alors, je suis membre du conseil d'administration de la Société française d'alcoolologie, où j'ai présenté cette question. Je ne veux pas vous donner des espoirs excessifs pour l'instant. J'ai reçu un accueil, on va dire, modérément chaleureux. Mais je vais persévérer pour que... il y ait plus de prise de conscience de ces choses-là dans des structures qui, de toute façon, c'est les mêmes patients. Ils se baladent hein, d'un hôtel à l'autre, hein, et c'est des go imio. J'ai vu des patients qui me disaient non, ce centre là-bas, docteur, il ne faut pas commander parce qu'il y a ça, ce centre là-bas. C'est une culture que je n'ai pas. Des go imio de toutes les structures. Donc il faut que ces différents formes de soins et d'accompagnement se parlent davantage et réfléchissent ensemble. Donc moi, je fais la proposition au CLANA de travailler sur des cas cliniques précis. Et puis, voilà, chacun met sa connaissance, son expérience, ses questions, etc. Peut-être qu'il en sortira quelque chose. Voilà, je suis à votre disposition. Exploitez-moi au bon sens du terme. Merci beaucoup, docteur Palomino.